Tu te réveilles dans ton logement ultramoderne. Tu sors sur le balcon et tu admires au loin l'incroyable tempête de sable. Le mur ocre s'approche et a déjà atteint le parking où se trouve ta brillante fusée Starship. Quand la tempête se calme, tu enfiles ta combinaison spatiale, tu montes dans ton rover et tu te rends au boulot. Ton travail consiste aujourd'hui à surveiller les instruments de l'usine d'extraction d'eau douce. Le soir, ton service se termine et tu rentres chez toi. Le robot de cuisine a déjà préparé le dîner. Des frites à base de pommes de terre qui poussent ici même, sur Mars. Ce scénario pourrait se réaliser dès 2050, et même plus tôt. Elon Musk prévoit d'envoyer 1 million de personnes sur Mars d'ici là. C'est très ambitieux et incroyablement difficile à réaliser. Voler vers Mars est très coûteux et très long, et se déroule en plusieurs étapes. Dirigeons-nous vers la rampe de lancement où le premier vaisseau est en train d'être préparé pour le décollage. La fusée se compose de 2 parties. La première est le propulseur super lourd. Il aidera le vaisseau à surmonter la gravité de la Terre et à quitter notre planète. Il doit amener le vaisseau en orbite, puis se désamarrer et atterrir sur la Terre. À ce moment-là, le vaisseau doit rester en orbite, ayant consommé presque tout son carburant au décollage. L'étape suivante consiste à ravitailler le vaisseau en orbite. Le propulseur décolle à nouveau de la plateforme de lancement et transporte le carburant pour le vaisseau spatial principal. Le vaisseau est encore vide car il ne faut pas dépenser trop de carburant pour le sortir de l'orbite. C'est donc au tour d'une autre fusée d'appoint de transporter un autre chargement pour le Starship. La nourriture, les matériaux de construction et le matériel de recherche sont empilés dans la soute. Enfin prêt, notre vaisseau spatial entame son long périple vers Mars. Pour le moment, seul un vaisseau est prévu pour être lancé. Mais il ne peut contenir que 100 personnes, alors qu'il est prévu d'en envoyer 1 million. C'est presque la moitié de la population de Paris intramuros. Cela signifie que nous aurons besoin d'au moins 10 000 vaisseaux pour toute la mission. Et d'encore plus de fusées d'appoint pour faire le plein et envoyer des cargos en orbite. Si l'on considère qu'un vaisseau coûte environ 8 milliards de dollars, cette mission coûterait une sacrée jolie somme. La clé pour résoudre ce problème est la réutilisation de ces vaisseaux. Une fois que le vaisseau a livré ses passagers sur Mars, il doit être ravitaillé en carburant et renvoyé sur Terre pour le prochain chargement. Une sorte de bus spatial en somme. Un autre problème est le temps. Les orbites de la Terre et de Mars ne sont pas parfaitement circulaires. Elles sont de longueurs différentes et font des rotations autour du Soleil à des vitesses différentes. Lorsque la Terre et Mars sont les plus éloignées l'une de l'autre, la distance entre elles est d'environ 400 millions de kilomètres. Et la distance la plus courte, lorsque la Terre est parfaitement entre le Soleil et Mars, est de 55 millions de kilomètres. C'est notre objectif. La Terre et Mars se rencontrent à cette distance une fois tous les 26 mois. Et c'est donc le moment idéal pour lancer une fusée afin de réduire au maximum la durée du vol, entre 6 et 8 mois. Si le premier vol est prévu pour 2025 et que nous envisageons de terminer la mission en 2050, nous n'aurions que 12 fenêtres de vol de ce type. Nous devrions donc lancer au moins 833 vaisseaux dans chaque fenêtre. Ensuite, il y a l'apesanteur. Lors d'un voyage vers Mars, les gens passeront plus de temps en apesanteur que les astronautes passent actuellement sur la Station spatiale internationale. Sans gravité, leurs muscles s'affaiblissent. Même la distance entre leurs vertèbres augmente légèrement. Ainsi, pendant les missions, les astronautes grandissent un peu. Tout au long du voyage, l'équipe devra s'entraîner constamment dans le gymnase pour être prête pour le dur labeur de l'arrivée sur Mars. En plus des vaisseaux avec des passagers à bord, il faudra aussi des vaisseaux de fret. Lorsque les gens arriveront sur Mars, ils devront construire une ville entière à partir de rien. Matériaux de construction, outils, machines, la masse de cargaison qu'un Starship peut emporter à bord est d'environ 75 tonnes. Cela équivaut à environ 30 véhicules de type SUV. Nous aurons donc besoin de beaucoup plus de vaisseaux pour obtenir tout ce dont nous avons besoin, et cela double le coût de toute la mission. Mais il y a un moyen moins cher de se rendre sur Mars, une station passerelle sur la Lune. C'est un peu comme l'ISS, mais en orbite autour de notre satellite naturel. Elle aura aussi de nombreux modules pour les astronautes, des plateformes d'habitation, de stockage, des quais pour les vaisseaux et des unités de recherche. Le fait est qu'il est beaucoup plus facile pour un vaisseau spatial de se lancer depuis une telle station, car il n'y a pas de gravité. Et puis le vaisseau n'a pas besoin d'utiliser une quantité incroyable de carburant pour quitter l'atmosphère terrestre. Il a fallu environ 150 milliards de dollars pour construire l'ISS. Et la construction de la passerelle pourrait être encore plus coûteuse, mais cela devrait nous permettre d'économiser de l'argent à l'avenir.
Le petit vaisseau spatial Orion transportera les astronautes de la surface de la Lune à la station. Ensuite, après une préparation, les astronautes feront un long voyage vers Mars. Maintenant, avançons un peu dans le temps. Les premiers vaisseaux ont livré leur chargement à la surface de la planète rouge. Les parasols et les chaises longues devront attendre car il est temps de construire la ville et de préparer l'arrivée du prochain groupe de passagers. La priorité numéro 1 est l'énergie. Pour cela, nous pouvons utiliser des panneaux solaires comme sur Terre ou des centrales nucléaires. L'étape suivante consiste à construire des maisons. En raison de l'absence d'atmosphère sur Mars, rien ne nous protégera des radiations du Soleil. Une bonne option est donc de construire des maisons sous terre. Maintenant, il faut s'occuper de l'extraction de l'eau. Il y a des calottes glaciaires au pôle de Mars. On peut donc y puiser de l'eau. Ensuite, l'oxygène. Les plantes peuvent nous y aider. Il y a beaucoup de dioxyde de carbone dans l'air de Mars, qui sert en quelque sorte de nourriture aux plantes vertes. Et elles vont en échange libérer de l'oxygène. Tout ce que nous avons à faire, c'est de collecter cet oxygène et de l'utiliser pour respirer. Tôt ou tard, la nourriture que nous apporterons avec nous s'épuisera. Nous devrons donc faire pousser de la nourriture directement sur Mars. Cela nécessite des engrais et des serres. Maintenant que tout le reste est réglé, la tâche principale est de produire du carburant. Nous en avons besoin pour les véhicules et pour que les fusées puissent rentrer sur Terre. Le carburant peut être extrait du dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère et de l'eau. Tout cela va devoir se faire dans des conditions totalement inconnues. La gravité sur Mars est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu peux sauter plus haut et soulever des objets plus lourds. Mais une exposition prolongée à une gravité aussi faible peut aussi nuire à ton corps. Maintenant qu'il y a une ville entière à la surface de la planète, il est temps de transformer Mars en quelque chose de plus confortable, ressemblant à la Terre. C'est ce qu'on appelle la terraformation. Nous devons augmenter la pression dans l'atmosphère afin que l'eau puisse y exister non seulement sous forme de vapeur ou de glace, mais aussi sous forme liquide. Nous devons également augmenter la température à la surface. Notre objectif est une moyenne de 20 degrés Celsius. En ce moment, on est plutôt autour de moins 63 degrés Celsius. Il nous faut aussi une couche d'ozone, comme sur la Terre. Elle doit nous protéger du rayonnement solaire. Enfin, nous pouvons commencer à créer la biosphère. C'est l'ensemble des organismes vivants, des plantes et des animaux. Petit à petit, Mars commencera à ressembler à la Terre dans ses meilleures années. Pour tout cela, les scientifiques ont trouvé de nombreuses solutions. Par exemple, un grand astéroïde pourrait être largué à la surface de Mars. Cela réchaufferait l'atmosphère et y apporterait plus d'eau et de gaz. La planète pourrait aussi être peuplée de différentes bactéries. Dans les laboratoires sur Terre, les scientifiques ont simulé les conditions à la surface de Mars et ont réalisé que de nombreuses bactéries peuvent y survivre. Tant qu'elles vivent, elles peuvent libérer de l'oxygène et d'autres gaz dans l'air. De plus, nous pourrons construire des biodômes. Il s'agit d'une sorte de serre avec des conditions favorables. La vie s'y développera et le sol de Mars deviendra progressivement propice à la vie. L'une des solutions les plus simples est l'effet de serre. Sur Terre, il contribue au réchauffement de la planète. Mais sur Mars, les émissions de gaz des voitures et des usines peuvent contribuer à créer une atmosphère. De façon optimiste, il pourrait falloir 300 à 1000 ans pour changer la face de la planète rouge. D'autres scientifiques affirment que cela prendra des millions d'années. Ce n'est qu'alors que les humains pourront enfin enlever leur combinaison spatiale et leur masque à oxygène et se sentir sur Mars, comme chez eux. Wouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2.
Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre. Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé. Mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre 2 éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyon de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil.
Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre. Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres, qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. Il te regarde fixement et tu le regardes en retour. Un œil géant qui semble t'attirer dans l'abîme. Tu le survoles à bord de ton vaisseau spatial. Mais aussi effrayé que tu puisses être, il te faut quand même faire ton travail. Tu diriges donc ton vaisseau vers la surface de la planète rouge. Et oui, c'est là que tu te trouves, à survoler Mars. Mais chaque chose en son temps. Tu prends un moment pour te rappeler tout ce que tu sais au sujet de la 4e planète la plus proche du Soleil. C'est la dernière des planètes intérieures. Ce sont ces planètes qui se trouvent dans le périmètre de la ceinture d'astéroïdes. On les appelle aussi des planètes telluriques, car elles sont composées de roches et de métaux. L'atmosphère de Mars est beaucoup plus fine que celle de la Terre. Elle contient 95% de dioxyde de carbone et à peine 1% d'oxygène. En d'autres termes, n'envisage même pas de retirer ton casque. De toute façon, il n'y a pas de temps à perdre. Tu atterris à la surface de la planète et tu te retrouves au beau milieu d'un monde rouge brunâtre. Heureusement que tu portes une combinaison spatiale. L'endroit est glacial. Le thermomètre cousu dans la manche de ta combinaison indique moins 62 degrés Celsius. Il est temps de faire ton premier pas sur la surface martienne. La planète a l'air assez colorée, et la teinte d'une zone spécifique dépend des minéraux qui composent son terrain. Le sol sous tes pieds est couvert d'une fine poussière. Elle ressemble à de la rouille. La même poussière orangée se trouve en suspension dans l'air. Heureusement que tu as ta propre réserve d'oxygène et que tu n'as pas besoin de respirer l'air martien. Cette couche de poussière qui recouvre la surface de Mars peut avoir une épaisseur de 2 à 12 mètres. Tu croises les doigts en espérant ne pas être avalé par les sables mouvants martiens. Tu commences à marcher et tu te sens très léger. Mars ne représente que 15% du volume de notre planète et à peine 11% de la masse terrestre. Cela signifie que la gravité est beaucoup plus faible ici. Cette attraction ne représente que 38% de celle qui règne à la surface de la Terre. Tu fais de petits sauts, puis tu essayes de courir sur plusieurs centaines de mètres. Tu n'as même pas transpiré une goutte. Ce qui rend l'exploration à pied plus difficile, c'est que la surface de la planète est très accidentée, couverte de cratères et de volcans, d'anciens lits de lacs asséchés et de canyons. Tu vois quelque chose d'énorme qui se dresse à l'horizon. Mais tu essayes de réprimer ta curiosité. Tu auras suffisamment de temps pour découvrir de quoi il s'agit plus tard. Soudain, un nuage massif apparaît au loin. On dirait qu'un énorme troupeau s'approche de toi au galop.
En réalité, tu ferais mieux de remonter à bord de ton vaisseau et de t'envoler aussi vite que possible. C'est l'une des fameuses tempêtes de poussière martienne. Elles se produisent principalement pendant l'été dans l'hémisphère sud de la planète rouge. Et elles peuvent parfois recouvrir la planète entière. On peut même apercevoir les plus grandes d'entre elles depuis la Terre. Tu sautes dans ton vaisseau et tu mets le cap sur l'œil qui t'avait tant effrayé. Des canaux sinueux qui ressemblent à des veines traversent ce globe oculaire. Mais plus tu t'approches, moins cela ressemble vraiment à un œil. Bientôt, tu réalises que c'est un cratère. Il est gigantesque, près de 30 km de diamètre. Autour du cratère, qui semble même avoir une pupille, se trouvent d'autres cratères encore plus grands. Ils se sont probablement formés il y a des milliards d'années. C'est à cette époque que Mars a dû essuyer les multiples assauts de roches venues de l'espace. Mais pourquoi ce cratère oculaire est-il plus sombre que le paysage environnant? Les scientifiques pensent qu'autrefois, de l'eau martienne se trouvait dans l'énorme fosse. Et tu te souviens de ces canaux? Ce sont eux qui transportaient probablement cette eau. Comme le cratère était rempli d'eau, cela a empêché certaines substances et certains minéraux de s'éroder. Maintenant, tu te souviens de cette chose imposante à l'horizon? Il est temps d'aller l'explorer. Quand tu t'en approches, tu réalises qu'il s'agit du plus grand volcan bouclier de tout le système solaire, Olympus Mons. Il fait plus de 595 km de diamètre, ce qui est presque la même taille que l'État d'Arizona. Tu inclines la tête. Waouh, la montagne fait 25 km d'altitude. Elle est aussi entourée de falaises de 6 km de haut. Faisons quelques comparaisons pour mieux visualiser la taille de ce volcan. Le plus grand volcan sur Terre est le Mauna Loa, qui s'élève à environ 4000 mètres au-dessus du niveau de la mer et s'étend sur 120 km. Cela semble impressionnant, mais le volume d'Olympus Mons est environ 100 fois plus conséquent que celui du Mauna Loa. Le géant martien pourrait avaler toute la chaîne des îles hawaïennes, de Kauai à Hawaï. Mais pourquoi ce volcan est-il si grand? Cela pourrait être le résultat d'une gravité plus faible et d'une fréquence d'éruption plus élevée. Ou la raison pourrait venir de la croûte de la planète rouge, qui est très différente de celle de la Terre. Elle est statique. Sur notre planète, la croûte est composée de 15 à 20 plaques tectoniques en mouvement constant. Lorsque les plaques se déplacent sur des points chauds regorgeant de lave, de nouveaux volcans se forment et ceux qui existaient déjà s'éteignent. C'est pourquoi la lave peut atteindre la surface par de nombreuses débouchées. Mais sur Mars, la croûte n'est pas scindée en plaques similaires à celles de la Terre. Et la lave n'a rien d'autre à faire que de s'accumuler dans un seul très grand volcan. Alors, pourquoi ne pas regarder cette énorme montagne de plus près? Mais à peine es-tu descendu de ton vaisseau que le sol martien sous tes pieds se met à trembler. C'est un tremblement de Mars. Mais comment cela peut-il se produire si Mars n'a pas de plaques tectoniques actives en mouvement? Les spécialistes de la NASA sont convaincus que ces tremblements se produisent lorsque l'énergie à l'intérieur de la planète est soudainement libérée. Cela entraîne des fractures de la roche et des fissures dans la croûte de la planète. Une autre secousse puissante et l'une de ces crevasses s'ouvre juste à côté de toi. Tu tombes au sol, trop terrifié pour bouger. Mais bientôt, tout se calme. Tu attends quelques minutes, juste pour être sûr, et tu te lèves. Oh, regarde! Voici une occasion parfaite d'explorer les entrailles de la planète rouge. La fissure est suffisamment grande pour y envoyer un robot de recherche. La croûte de la planète est fine et se compose de roches basaltiques. L'épais manteau qui entoure le noyau de la planète est composé de silicates, d'oxygène et de quelques autres minéraux. Tu pourrais le comparer à une sorte de dentifrice fait de roches. Le manteau martien est aussi moins imposant que celui de la Terre. Son épaisseur n'est que de 1300 à 1800 km. Quant au noyau de la planète, il est composé principalement de fer, de nickel et de soufre et mesure entre 1400 et 1900 km de large. Ce noyau ne bouge pas. C'est pourquoi Mars ne dispose pas d'un champ magnétique. Malheureusement, ton drone est maintenant perdu dans les profondeurs de la planète rouge. Tu le laisses là et continues ton exploration. Ta prochaine destination est Valles Marineris. Ce nom évoquerait presque une sauce tomate à l'italienne, mais c'est en réalité un immense canyon, ou plutôt un système de canyons, qui longe l'équateur de Mars. Il est tout aussi impressionnant qu'Olympus Mons, plus de 4200 km de long et plus de 6 km de profondeur. Il est tellement vaste qu'il pourrait s'étendre sur l'ensemble des États-Unis, du Pacifique à l'océan Atlantique. Faisons une autre comparaison. L'un des canyons les plus célèbres de la Terre est le Grand Canyon en Arizona. Mais il est 10 fois moins long et environ 4 fois moins profond que le canyon de Mars. Certains scientifiques pensent que Valles Marineris est le bord d'une énorme plaque tectonique.
Elle se déplace si lentement que presque rien ne s'est produit dans cette région depuis des millions d'années. Et le mouvement de cette plaque a probablement commencé il y a 3,5 milliards d'années. Bref, la seule chose qu'il reste sur ta liste de choses à faire aujourd'hui est de visiter les lunes de Mars. Elles sont parmi les plus petites du système solaire. Phobos est la plus grande des deux. Elle orbite à seulement 6000 km au-dessus de la surface martienne. Il n'y a aucune autre lune connue qui se déplace plus près de sa planète mère. Elle orbite autour de la planète rouge 3 fois par jour, alors que la seconde lune, Deimos, a besoin de 30 heures pour effectuer son orbite. Phobos se rapproche de plus en plus de Mars, environ 2 mètres tous les 100 ans. D'ici 50 millions d'années, elle s'écrasera sur la planète ou se brisera pour former un anneau autour d'elle. Heureux mais épuisé, tu retournes à ton vaisseau spatial. Demain, tu continueras à explorer la magnifique planète rouge. Et qui sait quelles nouvelles trouvailles t'attendent ?